Donc là, on est bon. J'ai plus rien à faire. Vous voyez. Au niveau du zoom, on est bon. Ils entendent. Alors, pour entendre, ça sera uniquement les micros. Oui, mais voilà. Mais là, si je commence à parler au micro, ils vont entendre. Tout à fait. Ok. À part si en régie, ils l'ont désactivé, mais pour ça, c'est une autre histoire. Voilà, vous pouvez vous mettre sur le PowerPoint. Si jamais il y a le chat, ça va faire un icône ou pas? Le chat, je vous déconseille de l'utiliser par là. Je D'accord. vous conseille d'utiliser un ordinateur, vous coupez le micro, la caméra et le son, vous restez uniquement sur le chat. Parce que la tablette n'est pas réellement faite pour le chat, pour être honnête. Voilà, pensez bien à couper le micro, caméra, son sur l'ordinateur. Comme ça, vous n'avez que le chat. Et puis voilà. C'est bon pour vous? De rien. Il s'est retrouvé à 3 la première fois. Là aussi, Ok, alors on mettra un chute derrière. Là, il va falloir qu'il y ait un mec qui parle en disant bon, tous les gens qui n'étaient pas aux ateliers. Et franchement, c'est scandaleux que ça. oui, parce que la vidéo de la 14e édition, de l'état de notre première école, je ne pouvais pas parler. J'avais l'air C'est de l'eau avec un peu de café. C'est normal. C'est de l'eau. Peut-être qu'on va les garder, parce qu'on a très partie du jeu. Mais elles sont les feuilles. Il y a quelqu'un qui guette. Il y a Mario Félix.
puis on joue à ça et il peut pas Vous êtes prêts? Oui. Allez. Merci. Il marche bien? Ouais, c'est bon, je pense. Ah, le mien ne marche pas. On va bientôt commencer la conférence. Si tout le monde pouvait s'asseoir, s'il vous plaît. Les pistes. Non, mais j'allais. Il y en avait toujours qui m'avaient partout, mais il n'est pas ouvert. J'avoue, c'est trop bien.
Juste le temps que tout le monde finisse d'émarger, vous pouvez tous fermer vos ordinateurs. Vous n'allez pas en avoir besoin. Juste écouter. Voilà. Si tout le monde pouvait fermer son ordinateur. Les filles, s'il vous plaît, fermez les ordis. Merci beaucoup. OK. Donc, bienvenue à la 16e édition des ANED. Je m'appelle Pauline et je serai l'animatrice de cette conférence qui a pour thème l'engagement étudiant. Donc, comme vous le savez sûrement, l'école est engagée dans une démarche RSE depuis plusieurs années déjà et les ANED font maintenant partie des rendez-vous incontournables en termes de développement durable à TBS. Donc, sans plus tarder, je vous présente Madame Julie Pasquet, qui est présidente de Together for Earth et fondatrice du projet Up for Europe, et Monsieur Johan Reboul, qui a écrit le livre « Le guide du jeune engagé ». Avant de leur passer la parole, je vais juste vous rappeler, vous donner quelques petites infos. Donc, la conférence se déroulera en 2 temps, 45 minutes pendant lesquelles ils vont vous parler, et après 15 autres minutes pendant lesquelles vous pourrez poser des questions, donc surtout n'hésitez pas. Et voilà, donc je vous laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes. Oui, bien, ça fait un son fort. Très contente d'être avec vous aujourd'hui, de revenir dans cette école. Moi, j'ai fait TBS en plus, donc c'est chouette de venir vous parler et de voir les nouvelles têtes et la nouvelle génération. Promis, ça va être vraiment cool. On va essayer de faire en sorte de vous intéresser avec Johan et de passer un bon moment ensemble pendant 1 heure et de vous apprendre des choses. Le but, c'est que ce soit participatif. Donc, n'hésitez pas, pendant la conf, à lever la main, à nous poser des questions. Enfin, on va faire un format qui est aussi interactif et le but, c'est que vous profitiez pendant 1 heure. Donc, vraiment, je le dis, n'hésitez pas. Voilà. Et on commence par les questions. Enfin, on a 3 petites questions à vous poser et après, on passera un peu à se présenter et vous raconter un peu ce qu'on fait. Mais du coup, la première question que j'ai à vous poser, je vais vous proposer de lever la main si vous vous sentez concerné par la crise écologique et la crise sociale qu'on vit actuellement. OK. Il y en a pas mal qui sont concernés. OK. C'est cool parce qu'on va en parler. Et pour ceux qui ne se sentent pas concernés, peut-être que vous le serez après et c'est cool aussi. Et la deuxième question, c'est est-ce que je me considère engagé sur ces sujets? Pareil, en levant la main. Vous avez le droit d'être au milieu en mode moyen. J'en vois certains qui sont OK. Et la dernière question, est-ce que ça vous paraît difficile de s'engager pour cette cause aujourd'hui? Est-ce que ça vous paraît compliqué? Vous avez genre pas les outils, c'est pas compréhensible, c'est OK, il y en a quand même certaines qui lèvent la main. OK, cool. On vous a posé ces petites questions pour vous sonder un peu et pour voir un peu si l'engagement étudiant, ça vous parle et ça résonne en vous. Et parce que nous, on est venu vous parler de notre engagement et on va le faire un peu en 2 temps si ça vous va. On veut d'abord vous raconter pourquoi on s'est engagé et comment on s'est engagé. Qu'est-ce qui a fait, en fait, quel a été notre déclic pour se dire, en fait, on va s'engager pour la question écologique. Et après, dans un 2e temps, on vous parlera de nos engagements aujourd'hui et de tous les projets très concrets
qu'on mène et qui, pour nous, en fait, change les choses à notre échelle. Et en tout cas, on essaie de contribuer et mettre notre pierre à l'édifice pour changer les choses. Ça vous va si on fait comme ça? Ok. Et écoutez bien, parce qu'après, il y aura peut-être un truc, quoi. Donc, soyez attentifs. Vas-y, Johan, j'ai beaucoup parlé, si tu veux commencer. Alors, moi, c'est Johan, j'ai 22 ans et je suis en Master 1 à Sciences Po Toulouse. Et j'ai créé le Jeune Engagé. En fait, c'est une plateforme qui vise à motiver les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs à s'engager pour la planète. Et l'année dernière, en plein confinement, j'ai fini d'écrire le livre Le Guide du Jeune Engagé. Donc, c'est un guide en fait pour quand on ne sait pas par où commencer en fait dans l'engagement. Ça donne des pistes, il y a des interviews, c'est assez ludique. Et c'est voilà, comment se lancer dans ce combat écologique qui peut paraître un peu compliqué des fois. Et voilà. Et moi, du coup, j'ai aussi fait Sciences Po Toulouse avec Johan et TBS. J'ai fait le double diplôme et j'ai fini mes études là en septembre. Donc, je suis officiellement plus étudiante. Du coup, je suis engagée depuis 4 ans et demi maintenant sur les questions écologiques. Ça a commencé à TBS, ça a commencé aussi à Sciences Po et maintenant plus au niveau national où je suis présidente d'un réseau d'associations, de 60 associations qui s'appelle Together for Earth et qui agit un peu partout en France et dont je pense que je vous parlerai un petit peu après. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le Jeune Engagé dans la salle? Ah oui, oui. Il y a des mains. Okay. Oui, parce que je suis du coup aussi sur les réseaux sociaux et j'anime une page Insta et TikTok où j'essaye d'amener un peu d'humour dans ces combats écologiques parce que ça peut paraître un peu soit chiant, soit trop compliqué. Moi, j'essaye un peu d'en rire et ça marche bien. Ouais, vous pouvez aller suivre le Jeune Engagé, c'est vraiment cool. Et du coup, on va vous parler dans un premier temps de nos bascules. Est-ce que le mot bascule, ça vous parle un petit peu ou pas? Non, pas trop. Je vois juste vos yeux, mais il y en a qui sont en mode je comprends pas. Moi, j'aime bien ce mot bascule parce que je trouve qu'il résume bien en fait le passage d'un certain état à un deuxième et une prise de conscience qui fait basculer un peu notre mode de pensée et notre mode d'action et notre vie un peu au quotidien. Et du coup, moi, j'aime bien ce mot. Je trouve qu'il résume bien comment moi, j'ai eu mon déclic écologique et comment je me suis engagée. Et il y a plein de choses qui ont contribué à ma bascule. Tu as des gens qui vont dire, moi, j'ai lu ce bouquin et du jour au lendemain, waouh, ça a changé ma vie et j'étais plus jamais pareil. Moi, ça a été par plein d'étapes et beaucoup de rencontres. C'est des gens que j'ai rencontrés qui étaient plus engagés que moi, qui m'ont fait prendre conscience. Ça, c'est le premier truc. Et après, j'ai plein d'étapes. Enfin, j'ai mis plein de choses ici. Mais il y a notamment, j'ai été engagée au B3D, j'ai organisé les ANED en 2018, je crois. Ça a été un premier pas pour moi de la prise de conscience. Gaïa, c'est l'association écolo de Sciences Po Toulouse, et le fait aussi de me retrouver avec des potes, de me retrouver avec des amis, de travailler ensemble et de s'auto-conscientiser et faire grandir, ça a été hyper aidant. Et j'ai aussi les marches pour le climat. Vous avez sûrement entendu parler des mouvements des marches pour le climat des jeunes en 2019, suite à notamment Greta. Moi, ça a été un énorme moment de bascule quand on s'est retrouvés des milliers de gens à Toulouse à marcher dans la rue en disant en fait, aujourd'hui, les enjeux sont tellement forts qu'on veut de l'action politique et qu'on veut en fait que les choses changent. J'ai trouvé ça hyper puissant et ça m'a fait quelque chose de me dire waouh, on est genre 10 000 dans la rue en ce moment avec les mêmes consciences parce qu'on veut faire bouger les choses. Du coup, ça a été un vrai truc. Et en fait, un peu le résumé, c'est de se dire que je suis assez persuadée qu'on peut faire changer les autres et qu'on le fait en fait grâce à des rencontres et que ça, c'est assez primordial. Et moi, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis engagée et que je ne peux plus faire autrement, quoi. Enfin, juste, je me lève tous les matins parce que j'ai aussi ce combat-là. Et j'espère que vous aussi, vous vous lèverez tous les matins avec une vraie conscience et avec votre combat qui compte vraiment pour vous, quoi. Voilà, à peu près. Et moi, du coup, ma bascule, elle a été un peu plus en mode solo. J'étais chez moi, je devais bosser, mais j'étais en fait sur Twitter, comme beaucoup de fois. Et j'ai découvert un hashtag qui a un peu changé ma vie, on va dire. C'était le hashtag Nutella tue les orang-outans. Je n'ai pas compris en fait pourquoi le Nutella, quel lien avec les orang-outans en Indonésie. Et en fait, en regardant sur Internet, j'ai découvert que, bien sûr, dans le Nutella, il y a de l'huile de palme. Et l'huile de palme, elle massacre les forêts actuellement en Indonésie, en Malaisie, parce qu'on va déforester pour planter des palmiers à huile. Et là, c'est pour moi, à cette époque, j'ai 16 ans, c'est un peu le choc, parce que je suis un grand consommateur de Nutella. Mais pour vous dire un grand consommateur, j'avais des pots de 5 kilos qu'on trouve qu'aux États-Unis ou je ne sais pas où, et j'arrivais à en trouver. Donc, pour moi, c'est un peu une claque, parce que je me dis, voilà,
ma consommation, elle a un lien direct avec ces petits bouts de choux là qui se font tuer parce qu'ils n'ont plus d'habitat. Donc là, moi, ça a été un peu violent comme bascule, on va dire, parce que je me suis dit, merde, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Je n'ai pas envie de participer en fait à de la déforestation massive. Et donc, dans un premier temps, je décide de virer toute l'huile de palme de chez moi. Et si vous regardez les produits que vous avez chez vous, il y a de l'huile de palme un peu partout, dans tous les produits, les cosmétiques, la bouffe, les produits ménagers, il y en a partout. C'est un vrai fléau. Et donc, dans un premier temps, j'enlève toute cette huile de palme de chez moi, mais je me dis, c'est très bien, mais je suis un habitant sur des milliards. Mon impact est ridicule comparé à toutes ces entreprises qui utilisent de l'huile de palme. Donc, en fait, je décide de me mobiliser et d'essayer de pousser d'autres personnes en fait, à agir avec moi. Et donc, je crée 2 pétitions en, fait, en ligne sur Change.org, une contre Nutella, donc pour leur demander de retirer l'huile de palme de leurs produits, et une deuxième contre Lu. Vous connaissez les biscuits Lu, parce que c'est aussi un emblème français de bouffe et de bouffe industrielle, mais c'est aussi des grands consommateurs en huile de palme pour leurs recettes. Et là, voilà, je suis chez moi, j'ai 16 ans, je commence à faire plein de recherches pour être bien solide sur le sujet. Je lance ces pétitions et en quelques nuits, en fait, ces pétitions, elles explosent. Et sur chacune d'elles, en fait, il va y avoir plus de 250 000 signatures. Et là, je me dis, waouh, tout seul chez moi, en faisant des recherches, en ayant bossé le sujet, j'arrive à mobiliser autant de personnes. Et il n'y a pas que moi qui trouve ça scandaleux, en fait, de voir cette déforestation. On peut agir collectivement en rassemblant pas mal de monde. Donc déjà, là, ça a une prise de conscience que mon engagement peut avoir un impact. Et à partir de là, tout va s'enchaîner, en fait. Et donc, je vais aller dans des médias pour en parler. Il y a vraiment la question de l'huile de palme, elle apparaît un peu partout. Et un beau matin, il y a Lu qui m'appelle au téléphone, 3 responsables de l'entreprise qui me demandent ce que je suis en train de faire et que je suis beaucoup trop jeune pour m'occuper de problèmes d'envergure comme celui-là. Et donc, on va passer 1 heure au téléphone avec des responsables pour qu'ils me disent « mais ça serait bien que tu retires ta pétition parce que tu n'y connais rien ». Mais ce qu'ils ne savaient pas, en fait, c'est que j'avais bossé ce sujet en amont pendant des heures et des heures avec des associations, notamment sur le terrain. Et je connaissais, en fait, très bien le sujet, on va dire. Et notamment parce que ces entreprises vont se défendre en évoquant l'huile de palme durable, donc un label qui dit que cette huile protège les forêts. Et ce n'est pas le cas, en fait. Sur le terrain, la déforestation est toujours aussi présente. Et donc, après cet appel, je me suis dit, waouh, encore une fois, à 16 ans, j'arrive à avoir 3 responsables d'une multinationale, et, parce que ça appartient à Mondelez. Donc, j'ai parlé avec Mondelez et je ne me suis pas laissé faire, en fait, parce qu'ils ont essayé clairement de me mettre un coup de pression et me dire va voir là-bas si on y est. Et je ne me suis pas laissé faire. Je me suis dit non, je vais continuer. Et c'est grâce à ce mouvement qu'il y a plusieurs entreprises en fait, qui ont retiré l'huile de palme. Récemment, c'est la pâte à tartiner Pâte à Milka qui a discrètement retiré l'huile de palme de leurs produits. Donc voilà, c'était des petits pas comme ça on avance dans la bonne direction. Et c'est ça qui a fait que voilà, ma bascule un peu violente, parce que voilà, j'étais un jeune comme tout le monde qui consommait beaucoup d'huile de palme. Puis là, je me suis dit, voilà, il y a quelque chose à faire sur ce sujet. Il y en a qui savaient pour l'huile de palme, vous étiez au courant? Et vous mangez encore du Nutella? Pensez à ce petit orang-outan quand vous mangez du Nutella. Est-ce que là, vous avez des questions par rapport à ça jusqu'à maintenant? Vas-y. En fait, j'ai montré clairement que j'ai utilisé les arguments des associations sur le terrain. Et en fait, il y a des données satellites qui montrent en fait que la déforestation qui est causée actuellement, elle est aussi causée par des entreprises qui se disent zéro déforestation, comme Nutella. Et voilà. Et dans ce pays, comme en Indonésie et en Malaisie, où 80% de la production d'huile de palme est produite, il y a beaucoup trop de corruption pour qu'il y ait une traçabilité en fait, de l'huile jusqu'au produit. Donc, c'est très compliqué en fait, de vraiment avoir un label qui veut dire quelque chose. Et vous pouvez voir sur Internet, tout le label huile de palme durable, il est démonté en permanence parce qu'à chaque fois, il y a des feux de forêt qui partent et qui vont tout raser. Et donc, après, ils vont dire, bon, il n'y a plus de forêt, on peut planter des palmiers à huile. C'est un peu le bordel. Et
la seule vraie solution, ça serait de réduire la consommation d'huile de palme parce que peu importe le label qu'on a, si on continue dans cette consommation à outrance, et comme c'est concentré dans 2 pays seulement, ça mène à la catastrophe. En vrai, ouais, c'est assez hallucinant. Moi, je suis allée en Malaisie et en fait, j'ai fait 7 heures de bus. Et pendant 7 heures de bus, je n'ai vu que des palmiers pour l'huile de palme. J'ai rien vu d'autre de paysage. Il y avait vraiment juste des palmiers, des palmiers, des palmiers et rien d'autre. Et c'est assez hallucinant de se dire qu'en fait, avant ça, il y avait des forêts vierges, il y avait des forêts avec une grosse biodiversité et que tout a été rasé pour planter ça, quoi. C'est assez impressionnant. Et surtout qu'on peut penser que ça bénéficie au pays, aux habitants, etc. Mais pas du tout. En fait, tout ce qui est produit sort directement du pays et il y a très peu de retombées économiques pour le pays. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ça? Vas-y, vas-y. Bien sûr, c'est hyper important de penser aux populations qui étaient sur place au même moment. Et oui, Bornéo, on voit là comment la forêt elle a été détruite. Et si les habitants, ça peut être des orang-outans, il y a aussi des humains qui habitent sur ces îles. Et c'est aussi dangereux, il faut faire attention quand on mène des actions aussi écologiques où on va, par exemple, protéger des espaces de forêt. Il y a plusieurs associations qui vont aussi virer tout le monde, en fait. Et aussi les populations locales qui ont habité pendant des centaines et des centaines d'années. Donc, il y a de plus en plus de projets qui sont en train de se lancer, comme Calawet, par exemple, qui rachètent des forêts, parce que c'est le seul moyen aujourd'hui de freiner la déforestation, c'est de racheter la forêt avant qu'elle soit rachetée en fait, par les multinationales. Et donc, c'est un peu une course contre la montre. Et par exemple, Calawet s'assure que les populations locales qui sont présentes peuvent y rester et peuvent vivre, parce que c'est clairement pas ces populations qui font du mal à la forêt. Au contraire, elles vivent avec la nature. Donc oui, c'est hyper important. Non, zéro. J'étais pas. C'était la première fois que j'utilisais les réseaux sociaux pour parler d'un sujet. Et en fait, avec Change.org, c'est une plateforme de pétition. Tu peux être très rapidement relayé en fait, et dès qu'une pétition va commencer à marcher, ça fait un effet de boule de neige. Les gens vont la partager massivement sur les réseaux sociaux et c'est là qu'en fait moi en quelques heures elle a explosé et qu'après j'avais une base de 200 000 personnes qui me soutenaient en fait dans l'action que je menais et je pouvais faire des mises à jour, etc. et expliquer tout le chemin quand j'ai rencontré lui, etc. et qui suivait. Et donc c'était une pression en fait. 200 000 personnes, c'est pas rien. Donc pour une entreprise, j'étais vraiment pris au sérieux parce que déjà ça a attaqué l'image de la marque qui se donne, qui fait du greenwashing en disant non, tout va bien. Et donc là, il y a un poids de 250 000 personnes contre une entreprise. On a vraiment notre mot à dire. Et c'est là que j'ai vu que même à 16 ans, je pouvais être pris au sérieux. Et à partir de cet appel, après, ils n'ont plus donné signe de vie parce que ils n'avaient plus rien à dire. Ok. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous couper aussi. On va continuer pour parler d'autres exemples d'engagement. Moi, du coup, comme je vous ai dit, mon premier engagement, ça a été à Toulouse. En fait, à la fois à TBS et à Sciences Po dans les assos écolos des établissements. Et après, je me suis dit, OK, il y a peut-être des choses à faire dans la ville de Toulouse. Et on a commencé à rassembler les associations écolos de tous les campus. Parce qu'en gros, il y a le B3D à TBS, il y a l'asso écolo à Sciences Po, mais il y en a aussi dans les facs, dans les universités, dans les BTS, dans les DUT. Et on s'est dit, en fait, on va rassembler ces assos et on va travailler ensemble et on va essayer de faire bouger les choses localement. Et ça a été un premier truc hyper chouette où moi, je crois beaucoup à l'action collective et au fait de se regrouper pour travailler ensemble. Et en gros, ces assos ensemble, elles ont organisé, comme j'ai dit, les marches pour le climat. On a été invités par Toulouse Métropole à siéger au plan climat pour aller conseiller Toulouse sur sa politique climatique en se disant, en fait, les assos jeunes, elles nous foutent un peu la pression, elles sont dans la rue, elles se font entendre et du coup, on a quand même besoin d'elles aussi pour venir donner leur point de vue. Preuve que quand on agit collectivement et quand on se met autour de la table, en fait, les gens qui ont du pouvoir viennent aussi vous voir, comme en fait, tu l'as fait aussi avec la pétition. Du coup, ça a été mon premier engagement, mon premier pas de me dire localement sur mon territoire, il y a vraiment déjà des choses à faire.
parce que Toulouse n'est pas exemptée de travailler sur le climat et pour moi, c'est une ville qui n'est pas encore assez à la hauteur de l'enjeu. Ça a été le premier truc. Et après, j'ai commencé à beaucoup réfléchir chez moi, à me dire, OK, j'avais une année de césure. Je me suis dit, je veux faire un truc de cette année de césure et je veux monter un projet qui a vraiment de l'impact. Et là, j'ai pensé à l'échelle européenne parce que je m'étais pas mal intéressée à ces questions à Sciences Po et de me dire, en fait, quand même, l'Europe, c'est quand même plein de pays qui se sont regroupés pour bosser ensemble. S'il y a une échelle où on peut faire quelque chose par rapport à la question climatique, c'est quand même aussi en Europe, quoi. Parce que si on fait un truc en Europe, ça touche directement à 27 pays. Donc, c'est quand même ouf. Et je me suis dit, je suis persuadée qu'on a un pouvoir en tant que jeune, en tant qu'étudiant, de se faire entendre. Et moi, j'avais vraiment une cible qui était politique. Et du coup, j'ai monté un projet qui s'appelle Up for Europe. Il y a une petite photo de l'équipe là. Et en fait, le but, c'est d'aller faire un tour d'Europe à travers 16 pays européens, d'aller rencontrer des étudiants et des étudiantes dans tous ces pays-là et de construire avec eux des propositions politiques qu'on allait porter à Bruxelles auprès des pouvoirs publics, quoi. Et de se dire, en fait, grâce à des ateliers, les étudiants, là, si je vous parle d'Europe, je pense que ce n'est pas très clair pour vous. Si je vous parle d'une Europe qui serait plus écologique et plus sociale, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, pour nous. Et du coup, je voulais questionner cette définition de l'Europe et dire aux étudiants et étudiantes, en fait, vous en pensez quoi réellement? Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe, en fait, sur la question écolo? Et qu'est-ce que vous avez envie de dire, en fait, aux gens qui nous dirigent et comment vous voulez vous faire entendre? Et du coup, on a monté ce projet-là et le but était de finir à Bruxelles. On avait plein de rendez-vous avec des parlementaires européens, des députés, avec les présidents de commission pour aller porter cette voix. Donc, j'ai commencé mon tour en février 2020. On a fait la France, on a fait l'Espagne. Et après, il y a eu le Covid. Et du coup, tour d'Europe, vous imaginez, pendant le Covid, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai dû rentrer en France et je n'ai pas pu finir ce tour-là. Mais ce qui est cool, c'est que plein de jeunes ont été touchés par ce projet. Des gens l'ont repris. Et cette année, il y a une équipe qui est partie faire le tour à travers 7 pays européens et qui allait former, qui allait sensibiliser des jeunes et qui allait en fait essayer de faire changer les choses. Et c'est trop puissant parce qu'on se rend compte qu'il y a de l'espoir partout. Et en fait, il y a des gens qui se bougent sur ces questions-là un peu partout en Europe. Et du coup, ça a été assez puissant. Et ensuite, en revenant en France, je me suis dit, OK, j'ai fait Toulouse, j'ai fait l'échelle européenne. Vas-y, je vais essayer de tenter l'échelle nationale parce qu'il y a quand même un truc à faire aussi avec la France. Il faut que notre pays se bouge. Et du coup, je suis rentrée dans 2 assos. Du coup, Together for Earth, c'est l'asso dont je suis présidente aujourd'hui, qui a des antennes locales partout en France et qui organise des mobilisations et des formations de la jeunesse partout. Vous avez peut-être fait une fresque du climat quand vous êtes arrivé à TBS, probablement. Du coup, nous, on essaie d'en faire partout dans plein d'établissements et aussi dans des entreprises. On organise des clean walks un peu partout en France. On organise des ateliers, des conférences, des projections de films. Et plein de choses qui, en fait, donnent le pouvoir aux gens de prendre conscience. Et après, j'ai fait partie du REFED, qui est aujourd'hui un gros réseau qui travaille sur l'enseignement supérieur et qui vise à faire bouger les ministères, notamment, pour transformer les programmes et faire en sorte que, de manière obligatoire, tous les étudiants et étudiantes aient des cours sur la question du changement climatique et la crise écologique. Aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire d'avoir ça, alors que ça paraît quand même primordial qu'on soit au courant des chiffres et au courant de ce qui se passe aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Et du coup, on a beaucoup travaillé avec les ministères de l'enseignement supérieur à essayer de faire un peu du contre-pouvoir avec eux pour essayer de faire passer des lois. Et on a du coup travaillé sur des propositions de loi qui permettaient d'inclure la question de l'enseignement supérieur. C'est pas encore passé. Le gouvernement actuel n'est pas très motivé à faire ça. Mais on ne baisse pas les bras. Il y a quand même des choses qui ont changé, des établissements qui ont pris conscience de ça. Vous l'avez même peut-être vu récemment, il y a un classement qui est sorti des écoles de commerce, notamment un classement alternatif qui classe les écoles de commerce en fonction de leur engagement sur les questions écologiques. Et ça, c'est assez ouf parce que ça change complètement le classement que vous avez tous vu avant de rentrer à TBS, quoi. Genre, ça n'a plus rien à voir. Et d'ailleurs, TBS n'est pas dans ce classement-là. Enfin, il n'est pas dans le top 10 des meilleurs établissements sur cette question. Donc, preuve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire ici. Et que vous, tous et toutes, vous allez aussi contribuer à ça. Et je pense que c'est important de l'avoir en tête, quoi. Voilà, c'était un peu les trucs un peu concrets. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, vas-y. En gros, le REFED, c'est une asso qui existe, qui a été créée à TBS, en plus, c'est marrant, il y a 14 ans ou 13 ans. Donc, c'est une asso qui est nationale, qui est vraiment assez grosse, qui a des salariés et tout, et qui, en fait, est reconnue depuis des années pour faire du plaidoyer auprès des ministères. Et du coup, en fait, tu vois, ça fait 10 ans qu'ils bossent et qu'ils travaillent avec les ministères pour faire changer les choses. Ils croient beaucoup à la co-construction, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être toujours dans la confrontation, mais qu'il faut aussi savoir co-construire avec les pouvoirs publics, ce qui est intéressant.
Et du coup, nous, on est en contact très souvent avec eux. Et on a créé des groupes de travail avec des étudiants pour amener aussi la voix des étudiants dans ces instances-là. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est possible d'aller parler avec des ministres et d'aller leur donner notre point de vue. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça se passe. On fait des rapports. On va aussi faire des sondages auprès des étudiants pour savoir quels sont leurs besoins et leurs envies. Et on fait remonter ça au ministère parce que ça a du poids, quoi. Si tu leur dis, en fait, on a 50 000 étudiants qui veulent qu'il y ait des cours, les gars, faites quelque chose, quoi. Enfin, bougez-vous, c'est important. OK. Vas-y, Joël. Oui, donc mon engagement, il a continué après ces pétitions. Et en fait, j'ai réalisé rapidement que il n'y avait pas que l'huile de palme comme problème sur la planète, malheureusement. Et il y avait beaucoup d'autres sujets. Et c'est là que j'ai décidé de créer le Jeune Engagé. En fait, à la base, c'est un site internet et une page Facebook. Et j'ai essayé de vulgariser en fait l'information qu'on recevait sur des problématiques environnementales. Donc, j'écrivais des articles et ça marchait bien sur Facebook. Des centaines de partages, etc. Je parlais de l'huile de palme, mais aussi des avocats, la sécheresse des avocats au Chili, plein de sujets divers et variés. Et à côté de ça, concrètement, j'ai rejoint l'association Gaïa, donc à Sciences Po Toulouse, pour être un peu plus concret sur le terrain aussi, mener des actions. Et ça a été toute la période aussi des marches pour le climat, comme tu en as parlé tout à l'heure. Les marches pour le climat qui ont vraiment donné un nouvel espoir, en fait, je trouve, pour les jeunes. C'était de descendre dans la rue et de montrer qu'on était des centaines de milliers partout dans le monde, même des millions dans le monde pour réclamer des mesures ambitieuses pour le climat. Et ça m'a vraiment motivé, en fait, à continuer et à faire encore plus de bruit. Mais malheureusement, il y a eu le Covid qui est passé par là aussi. Et donc, moi, ça a été retour chez moi et confinement. Et pendant un bon mois, j'ai déprimé grave parce que je me suis dit, c'est tellement con. Il y avait une tellement bonne lancée en fait, avec ces marches pour le climat. Il y avait plein d'idées qui étaient en train de naître. Et paf, il y a une pandémie et tout est arrêté. Et je me suis demandé, en fait, qu'est-ce que je peux faire pour continuer à m'engager, même si je suis chez moi. Et dans un premier temps, il y avait ce livre que j'étais en train d'écrire de mon côté. En fait, avec toutes ces années d'engagement, je me suis dit, il y a quand même pas mal de sujets que j'ai traités. Et beaucoup de jeunes m'envoient des messages et me disent, c'est trop cool ce que tu fais, mais moi, j'aimerais m'engager concrètement. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Et donc, en fait, ce livre, c'est un peu cette réponse. C'est de créer un guide, en fait, pour accompagner les jeunes et, comme je l'ai dit, et les moins jeunes dans ce cheminement et dans l'engagement, montrer qu'on ne se réveille pas un jour et on est un super engagé et on fait plein de trucs. C'est vraiment un processus qui se mène sur plein d'années. Encore aujourd'hui, j'ai plein de contradictions et j'ai du mal à plus prendre l'avion ou il y a plein de sujets qui sont encore hyper compliqués, mais on avance. Et donc, cette idée de livre, c'était vraiment accompagner. Et donc, pendant les mois de confinement, j'ai accéléré l'écriture. J'avais un de mes meilleurs potes au lycée, il a fait toutes les illustrations du livre. Il est vraiment trop beau, je vous invite à le regarder. Et là, à ce moment-là, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc j'ai fini ce livre, on l'a fini de A à Z, en fait, il était fini. Et on a présenté aux maisons d'édition et tout le monde m'a dit, mais à 20 ans ou à 21 ans, écrire un livre et que tu sois édité, c'est pas possible. En fait, il y a tellement de livres, surtout pendant le Covid, il y a tellement de livres qui ont été écrits, c'est impossible que tu trouves une maison d'édition. Je me suis dit, autant essayer, parce que là, aujourd'hui, le livre, il est fini. Ou sinon, je m'auto-éditerai. Et en fait, j'ai présenté ce livre à plusieurs maisons d'édition. Il y en a 3 qui m'ont répondu et qui étaient chaudes pour le publier. Et donc, j'ai choisi Fleuris Éditions. Et en fait, j'ai montré que à 20 ans, je pouvais écrire un livre aussi. Je ne dis pas que j'ai tout le savoir, il y a loin de là dans ce livre. C'est juste que j'accompagne des jeunes comme moi qui se posent plein de questions. Et il a bien marché parce que je pense que c'est un moyen un peu pour aider. Et aussi, pendant ce confinement, je me faisais quand même chier pas mal de fois. Je ne savais pas quoi faire. Et j'ai découvert sur Instagram et sur TikTok les Reels et les TikTok. Et là, ça a été assez drôle. J'ai commencé à me filmer en fait chez moi. Et en fait, j'ai compris qu'il y avait un truc à faire parce qu'il y a tellement de vidéos de TikTok et de Reels sur des sujets divers et variés, des fois avec pas beaucoup de fond. Je me disais, il y a quand même beaucoup de personnes de télé-réalité qui prennent quand même beaucoup de place sur les réseaux sociaux. C'est très bien, mais je me dis, il y a peut-être aussi d'autres tendances à créer.
Et c'est là que j'ai lancé, donc en fait, utiliser les TikTok et des Reels, parler de réutiliser les trends qu'il y a sur ces réseaux sociaux et parler d'écologie, en fait. Et donc, je vais utiliser ces moyens avec humour, en fait. Et j'utilise l'humour pour essayer de faire passer un message. Et en fait, il y a eu un très bon retour. Et il y a des fois des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui regardent ma petite tête chez moi dans ma chambre. Là, je me suis dit, ah ouais, c'est assez impressionnant. Mais je me dis, quand je vois tous les haters qui sont dans les commentaires et qui m'insultent, moi et ma famille, je me dis, bah, waouh, je touche des gens, je touche hyper large, des gens qui ne sont pas sensibles à ces questions. C'est trop cool, donc je continue. Là, aujourd'hui, je continue sur les réseaux sociaux et voilà, je pense que mon engagement, il passe par là et c'est vraiment cette idée d'essayer de vulgariser l'écologie, montrer que ce n'est pas du tout chiant, que je suis un jeune comme un autre, mais qui a cette envie en fait, de faire changer les choses. Et voilà, c'est un peu ça mon engagement aujourd'hui. Vous pouvez acheter son livre pour Noël. C'est un super cadeau de Noël. Je vous recommande. Vous pouvez prendre des petites notes. Oui, je peux dire ça, oui. Par exemple, il y a différentes interviews dans le livre. J'ai pu interviewer des personnes assez inspirantes comme le directeur de Greenpeace, une scientifique, un agriculteur, l'agriculteur Paul François qui s'est battu contre Monsanto parce qu'il a été intoxiqué avec les pesticides lors de son travail. Donc, des personnes de plusieurs secteurs différents, des entreprises aussi, qui expliquent leur vision des choses. Après, en fait, mon livre, c'est en processus. C'est comment s'engager au quotidien. Donc, on le sait, réduire la viande, s'habiller avec moins de vêtements en fast fashion, etc. Et ça va vers un engagement plus concret, comment se mobiliser autour du droit du consommateur, etc. Et aussi, il y a plein de petites comment répondre à des haters justement sur Internet, comment se remotiver, même si des fois, c'est pas facile. Voilà, j'essaye, il est hyper positif, le livre. Il y en a déjà beaucoup de livres qui sont hyper intéressants, mais qui peuvent être un peu plombants. Je voulais créer un peu un livre assez positif et qui donne envie en fait, d'agir. Et il y a des belles illustrations quand on n'aime pas lire, donc c'est bien. Bah, je pense que c'est hyper lié, en fait, la crise sociale et la crise écologique. On l'a vu avec les gilets jaunes dans la rue. On ne peut pas mener un combat écologique si on ne prend pas en compte toute la population. Donc, c'est clair que voilà, moi, sur les réseaux sociaux, j'axe la question sur l'écologie. Mais c'est clair que je n'oublie pas du tout la question sociale, elle est hyper importante. Et quand je m'adresse au gouvernement, parce que voilà, il y a des fois des messages qu'on essaie de faire passer au gouvernement, c'est clair que ça passe par la question il faut englober tout le monde dans cette transition écologique, sinon on n'y arrivera pas. Si on si on augmente une taxe du carburant sans expliquer, sans aider en fait ceux qui ont besoin pour aller au travail chaque matin, ça ne marchera pas comme ça. Donc c'est clair que c'est hyper important. Pour la production du livre, oui, oui, il y a tout un processus. Moi, c'était un de mes points les plus importants, c'était que voilà, il soit assez écologique dans sa production. Donc oui, c'est des encres végétales, c'est du papier recyclé, etc. Après, moi, ce que j'aime beaucoup le livre, parce que c'est quelque chose qui se garde en fait. C'est pas quelque chose qu'on va jeter, donc on peut se l'échanger, etc. Et on me l'a dit beaucoup de fois, mais un livre, c'est quand même du papier, bien sûr, c'est vrai. Mais je pense que l'impact qu'a le livre contrebalance en fait son empreinte carbone, mais c'est sûr qu'il a aussi une empreinte carbone. Non, j'ai pas eu de commentaires d'entreprise ou pas encore, hein, parce que ça continue, on verra bien. Non, parce que voilà, je vise personne peut-être concrètement dans le livre. Il y a, si ce n'est des banques, etc. Mais bon, on sait tous ce qu'on pense de ces banques. Non, comme ce livre, il est vraiment positif et dans l'aide aux jeunes à s'engager, je pense que vraiment, si quelqu'un me rentrait dedans sur ça, je ne vois pas pourquoi. Donc, non, ça a été que du positif. C'est plus sur les réseaux sociaux que tu peux avoir beaucoup de négatifs.
mais il y a aussi beaucoup de positifs pour remplacer le négatif. Donc, je ne fais pas trop attention en fait. Et comme je le disais, plus il y a de commentaires négatifs, plus je me dis que ça touche des gens qui ne sont pas sensibles à ces questions et qui peuvent se sentir attaqués en gros sur ces questions-là. Alors que voilà, je dis essayons de manger moins de viande, mais je ne dis pas toi, arrête de manger de la viande. Mais voilà, des personnes peuvent se sentir attaquées sur les messages que je passe et j'essaye de le faire, de pas attaquer. Je pense pas. Voilà, il y a un impact à chaque fois dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. D'autres questions? Nous, on n'a plus de slide, hein, donc c'est les questions maintenant. Moi, du coup, j'ai fini mes études et le choix que j'ai fait, notamment pour continuer à être engagée, c'est j'ai refusé le CDI à la fin de mon stage de fin d'études. J'ai fait du conseil en RSE et du conseil en intelligence collective en sortant notamment de TBS. Et en fait, moi, le CDI 35 heures, ça m'angoisse. Enfin, c'est pas du tout le modèle que j'ai envie d'avoir. C'est pas trop ma définition du monde du travail. J'ai besoin de liberté et j'ai besoin de continuer à être engagée. Et en fait, le fait d'être engagée, c'est un fait, ça prend du temps. Et j'ai envie de continuer à avoir du temps pour militer et pour faire ce qui fait sens pour moi. Du coup, j'ai décidé de me mettre à mon compte et de faire du conseil à mon compte, donc à la fois en entreprise, en structure publique aussi, auprès de différents organismes, pour venir faire du conseil sur les questions écologiques, sur les questions d'intelligence collective, de gouvernance partagée. Et en fait, comme ça, je peux gérer à la fois ça et en même temps mon engagement et mon militantisme. Après, voilà, je sais que je suis assez privilégiée pour pouvoir faire ce choix et que j'ai pu avoir des clients rapidement par mon réseau et par tout ce que j'ai fait et que j'ai construit. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se questionnent aussi sur le modèle de aller dans une boîte, être à temps plein et avoir moins de temps pour faire ce qui fait sens et ce qui vous passionne. Et du coup, moi, j'ai un peu sauté le pas et je suis hyper contente aussi de ça, quoi. Voilà. Et à côté, je continue à être dans toutes ces assos et dans tous ces projets. Et maintenant, des projets de plus en plus politiques parce que je suis persuadée qu'on ne pourra pas changer les choses si on ne prend pas le pouvoir et si on ne change pas aussi le monde politique, les entreprises aussi. Mais en tout cas, je crois beaucoup au monde politique pour faire changer les choses. Et de mon côté, mes projets, c'est de continuer sur les réseaux sociaux. Donc, je vais lancer ma chaîne YouTube bientôt. J'ai signé avec un agent récemment et en fait, j'ai réalisé que je pouvais aussi vivre de mon taf en fait, sur les réseaux sociaux. Et je pense vraiment que ça prend de plus en plus une grosse partie de ma vie en fait, de gérer ces réseaux sociaux. Récemment, j'ai été approché par la télé aussi pour peut-être créer quelque chose. Suivez sur les réseaux pour connaître la suite. Et voilà, pour l'instant, voilà, je reste derrière le jeune engagé et ça me passionne beaucoup. Non, je pense pas que ça passe par forcer les gens à changer, parce que là, je pense qu'on va se mettre des gens à dos et créer en fait des guerres avec les pour et les contre. Je pense pas que ça soit une bonne idée. Moi, je pense qu'il faut forcer les gouvernements à changer, les entreprises à changer, parce que là, on a un pouvoir soit en tant que consommateur, soit en tant que citoyen. C'est vraiment à cette échelle qu'on va pouvoir montrer en fait que la population a envie de changement, mais forcer à changer les individus, je ne pense pas que ça soit une bonne chose concrètement. Et je pense après, c'est mon point de vue. Je pense qu'il y a plusieurs points de vue qui existent, mais je suis plus à l'aise en fait à mobiliser en inspirant, en fait, en montrant que ma vie, elle est très bien aussi en étant engagée, que une vie où on est moins engagé, en fait, et montrer que c'est possible. Ça me coûte pas plus, et je suis très heureux dans ma vie tout en étant engagé, quoi. Et c'est plus ce côté-là, essayer de motiver, voilà. C'est de motiver.
Ouais, je passe beaucoup de temps sur ça. En fait, je taffe près de 3-4 heures par jour, je pense, pour avoir cette information. Après, moi, je ne vois pas le temps passer parce que j'aime vraiment ce que je fais. Et voilà, c'est toute la connaissance aussi qui rentre dans mon cerveau. Mais c'est vraiment, je prends l'info partout, en fait. Je lis les journaux, sur les sites internet, tout ce qui se passe, toute l'actualité. Je suis hyper intéressé par ce qui se passe dans l'actualité. Donc, c'est vraiment aller chercher un peu à droite, à gauche tout ce qui se passe et voilà, passer du temps sur les réseaux sociaux. Après, ça peut être un peu contradictoire parce que j'essaye de dire que le numérique, ça pollue, mais je passe beaucoup de temps sur mon téléphone. Voilà, il y a des contradictions comme ça qui sont compliquées à gérer. Mais ouais, c'est beaucoup de temps en fait de recherche et d'analyse, etc., pour essayer après d'en parler plus directement avec ma communauté. Vaste question. Je pense que je leur dirais pas qu'une chose, je leur donnerais un programme parce que vous l'avez certainement vu plein de fois, mais l'urgence écologique, c'est un problème systémique. Donc en fait, quand on touche à l'écologie, on en parlait tout à l'heure, on touche aux questions sociales, on touche aux questions économiques, on touche en fait à tout notre modèle de société. Et du coup, pour moi, c'est vraiment, on ne peut pas attaquer cet angle-là seulement par le prisme environnemental. En fait, c'est tout un système aussi qu'il faut changer. Donc, la tâche est rude. N'empêche que s'il y a un truc que je veux dire, c'est que moi, je pense qu'on s'engage et qu'on s'engage quand on connaît les choses et quand on est conscient. Et en fait, pour connaître les choses, il faut par l'éducation apprendre ces choses-là. Et en fait, le fait qu'aujourd'hui, de la primaire jusqu'à la fin de vos études, vous n'ayez pas forcément en fait, des cours qui vous parlent de tous ces sujets, moi, je suis en mode, en fait, c'est chaud quand même, parce que si on n'est pas conscient, on ne peut pas agir. Et on ne peut pas comprendre comme finalement, nous, on s'est vachement auto-formé en parlant avec des potes, en lisant des bouquins, en regardant des docus, en regardant sur les réseaux sociaux. Mais en fait, comment ça se fait que dans notre éducation, on n'est pas aussi ça de manière obligatoire? Du coup, je pense que ça, c'est un vrai truc sur lequel il faut travailler et sur lequel les gouvernements aujourd'hui ont une vraie responsabilité, notamment de la question éducative, entre plein d'autres, quoi. Moi, j'ai l'impression, mais je sais aussi que je suis dans un certain entre-soi. En fait, je sais aussi que je suis dans un milieu avec plein de gens engagés, où je vois plein de gens partout en France, dans plein d'établissements, qui se bougent et qui font des projets hyper concrets, qui se bougent en entreprise aussi, qui font des stages là-dedans. Donc, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a un truc qui se passe. Maintenant, je sais que je ne suis pas représentative aussi de tous les jeunes et je n'ai pas envie de parler au nom de la jeunesse française et au nom de tous les jeunes parce qu'en fait, je ne les représente pas et que je pense qu'il y en a beaucoup, il y a encore du travail à faire, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, en fait, je suis optimiste et j'ai de l'espoir sur le fait qu'il y a une vraie force de mobilisation et on l'a vu en 2019, notamment avec les marches. Mais je pense qu'il y a encore un énorme pan de personnes qu'il faut aller convaincre et dans plein de sphères différentes, quoi. Ouais, moi, je pense un peu la même chose. On peut penser que tout le monde s'engage parce qu'autour de soi, on côtoie des gens qui sont hyper engagés. Il y a encore plein de gens qui ne sont pas sensibles à ces questions, qui ne connaissent pas, tout simplement. Donc, je pense que oui, il y a encore du travail à faire. Et je pense que ce qui est assez encourageant, c'est que les jeunes, maintenant, qui veulent agir, se donnent les moyens de le faire. Et on voit de plus en plus d'initiatives se lancer. Et je pense que ce n'était pas le cas il y a plusieurs années. Là, je pense qu'on est dans une effervescence qui montre que voilà, c'est possible. Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour vraiment changer la tendance. Donc là, les jeunes se donnent les moyens d'agir et c'est beau à voir, quoi. Il y a plein de projets qui le démontrent. Donc voilà, je pense que c'est ça qui est aussi hyper encourageant, c'est de voir toutes ces initiatives se mettre en place. Du coup, on va pouvoir clôturer la conférence. Merci à tous d'y avoir assisté. Merci d'avoir posé autant de questions. Ça fait plaisir. Et voilà, vous pouvez y aller. Et la conférence sera disponible sur la chaîne YouTube de TBS. Voilà, si jamais.